Ils sont à vendre ces gants de boxe? Vous allez voir, ils sont comme neufs, vous allez en être contents. Bonjour à tous, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui, on reprend notre rétrospective sur les Charlots. Tout droit! Pardon, monsieur l'agent, le stade, s'il vous plaît. Par là. Merci. Pour rappel, depuis quelques mois, j'ai entrepris de découvrir, car oui, en ce qui me concerne, c'était une découverte, l'univers des Charlots. Ce groupe de musique populaire des années 60 qui s'est lancé avec succès dans le cinéma au début des années 70. Je les tire au sort à chaque vidéo, car je n'ai pas envie de les faire dans l'ordre chronologique, ce serait trop logique. Et après avoir tiré au sort le Grand Bazar, les Bidas s'en vont en guerre, puis les Fous du Stade, comme vous le voyez actuellement, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai tiré au sort les Charlots contre Dracula. Et rien que le nom, j'étais super curieux. C'était même celui que j'avais le plus envie de voir, parce que le nom, les Charlots contre Dracula, what the fuck? Et est-ce que le tirage au sort a bien fait les choses? Réponse dans la deuxième partie de la vidéo où je vous donnerai mon avis, pour ceux que ça intéresse. Il aurait pu faire un effort sur la literie, le compte, hein. Heureusement qu'il n'y a personne au-dessus. Oh, il manquerait plus que ça. Et avant ça, puisqu'il n'y a pas de making-of sur le film et très peu d'interviews ou de choses qui reviennent sur le tournage, on va quand même se poser la question du pourquoi ce film, et plus globalement, pourquoi cette deuxième partie de carrière plus compliquée pour les Charlots au cinéma, après leur âge d'or entre 70 et 75. Je pense que les Charlots contre Dracula, c'est un parfait exemple de comment ils ont, pas perdu, mais comment ils ont fini par lasser les gens. C'est cher, mais c'est beau, c'est ancien. Non, vous inquiétez pas, c'est mon copain, il débute. Donc on reviendra sur tout ce qui se passe entre 75 et le film. On est parti. Louis de Funès et les Charlots sont très indirectement assez liés. Tous fans de l'acteur, les Charlots ont essayé de suivre ses traces jusqu'à pouvoir le rencontrer en 75 afin de lui proposer un projet de film. Merci patron. C'est très cher quand même. À cela ne tienne, ça peut s'arranger. Et entre-temps, les Charlots ont tourné avec Claude Zidi, mais surtout Jean Giraud ou André Hunebelle, deux réalisateurs avec qui Louis de Funès avait collaboré. Et peu importe avec quel réalisateur, les Charlots vont enchaîner les succès les uns après les autres au box-office, égalant, voire dépassant parfois en termes d'entrée, leur modèle Louis de Funès sur cette période. 7,5 millions pour les Bidas en folie, 5,7 millions pour les Fous du Stade, 4,1 millions pour les Charlots font l'Espagne, 3,9 pour le Grand Bazar, 4 millions pour les Bidas s'en vont en guerre, 2,8 millions pour Bon Baiser de Hong Kong. Et ce qui est assez flagrant à une exception près, c'est que plus ils font de films, plus les audiences en salle baissent, et régulièrement. Et la rareté de De Funès à l'écran entre 70 et 75 explique aussi qu'il y avait la place pour les Charlots de tout exploser. Et il y avait un boulevard. Pour autant, leur vrai premier film, La Grande Java, s'était mal passé, sauf avec Claude Zidi, assistant réalisateur à l'époque, qui avait sauvé le tournage et assuré le film jusqu'au bout, et qui aura lancé sa carrière de réalisateur à partir de là, et en grande partie avec les Charlots. Mais Luis Rego quitte le groupe, après les Bidas en folie, souhaitant tenter une carrière en solo et ne souhaitant pas être rattaché au groupe à vie. Alors au sommet de leur popularité, leur projet de collaboration avec Louis de Funès tombe malheureusement à l'eau, bien qu'ils aient eu son accord de principe. La raison, son infarctus en mars 75, qui va mettre fin au projet de Merci Patron, qui aurait dû être réalisé par Claude Zidi et produit par Christian Fechner. Mais ce dernier deviendra le producteur de Louis de Funès pour son retour à l'écran dans L'aile ou la cuisse. Et bien que les Charlots soient envisagés à un moment donné pour jouer les 4 fils à l'écran de Charles Duchemin, dans ce nouveau film, le rôle ira finalement à Coluche. Et les Charlots se tournent alors vers Bertrand Blier, qu'ils sont rencontrés pour leur prochain projet. Et ce, sans leur producteur emblématique, très occupé avec Louis de Funès. Le projet était Charlot-Charlotte. Mais nouveau problème, Christian Fechner a eu vent de ce projet et va carrément les empêcher de le faire, n'appréciant pas que les Charlots se produisent sans lui. Ça rappelle un peu ce que les Inconnus vont vivre avec leur producteur Paul Lederman. C'est exactement le même problème. Paul Lederman estimait que les Inconnus lui appartenaient, tout comme Christian Fechner qui estimait que les Charlots, c'était ses bébés à lui. Il y avait même un tableau dans son bureau des Charlots avec des fils de marionnettes et la main de Fechner qui les tenait. Ça va pas, non, mais qu'est-ce qui vous prend? Christian Fechner ayant produit Calmos de Bertrand Blier, film qui n'a pas suffisamment marché, il rachète le scénario de ce dernier pour le jeter à la poubelle afin que le film Charlot-Charlotte ne se fasse jamais. Ouh là là! Ouh là là!
C'est la fin de l'histoire entre Christian Fechner et les Charlots, et par extension, l'histoire entre Jean-Guy Fechner, le frère du producteur, et ses amis. Elle est fausse. T'entendais pas? Ça c'est faux ça. Et donc sans les Fechner, les frères, difficile de se faire produire. Et clairement, l'âge d'or est derrière eux parce qu'ils ne sont plus que 3. Pourtant, Christian Fechner avait encore des projets pour les Charlots, après l'aller ou la cuisse. Écoutez, vous avez pas l'oreille. Hein, À savoir la rencontre entre les Charlots et John Wayne. Oui, John Wayne, dans Les Charlots au Far West, l'histoire d'un éleveur de bétail, John Wayne, obligé de convoyer des bêtes dans le désert avec des cow-boys à bas prix qu'il ne connaît pas et peu expérimentés bien évidemment. Les Charlots, un film avec évidemment des Indiens, des cow-boys, des voleurs, des diligences, bref, les Charlots dans un nouveau cadre, parce que ce qui motive à voir les Charlots encore et encore, c'est de les voir dans une situation différente à chaque fois. Et ça, c'est faux, ça? non, elle était vraie ça. Et pourquoi pas dans l'espace? Car oui, dans l'espace, c'était le projet suivant. Des extraterrestres, mon pire, on a vu un et l'autre, ils sortent de ma chambre, c'était vous, il est comme ça, en gros, comme ça. Rien n'est impossible avec eux. C'est pour ça qu'on les aimait beaucoup à l'époque. C'est un compartiment fumeur ici, monsieur. Excusez-moi monsieur. Ils refuseront aussi en 78 un scénario qui faisait office de remake des Bidas en montant en guerre, avec les Bidas en vadrouille, un film qui existera, mais pourtant sans eux. Mais qu'est-ce qui vous prend, bande d'abrutis? Vous avez du repos, sergent? Les Charlots cherchent aussi la solution auprès de Gérard Houry, en quête d'une relève depuis la maladie de De Funès qui l'empêchait de tourner, mais le scénario de Gérard Houry n'était pas retenu, et les Charlots tourneront alors avec Serge Corbert. Encore quelqu'un qui a tourné avec Louis de Funès. Mais Serge Corbert, ça annonce pas du bon. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place. Bonjour. On m'a dit que vous faisiez un film pour nous, je peux regarder un petit peu là. Pour ceux qui auront compris. Et Vive la liberté, le nouveau film des Charlots, sera un retour plutôt en demi-teinte. Produit par leur nouveau producteur, Jacques Dorfman, le fils du producteur emblématique Robert Dorfman, avec à peine 1,2 million de spectateurs. Et les Charlots en délire, un film où tout ce qui se passe dans le film n'était qu'un rêve, ne fera pas mieux. Et il devient rarement difficile à partir de là de convaincre les producteurs de miser sur eux. Et ce qui n'arrangera rien à l'affaire des Charlots contre Dracula, leur projet suivant, c'est que le scénario proposé par leur producteur Jacques Dorfman ne leur convient pas, et qu'ils entreprennent à 1 mois du tournage de réécrire l'entièreté du film selon leur propre goût. Et en 1 mois, tu n'as pas le temps de concevoir un vrai scénario. La preuve, c'est qu'ils auront finalisé à peine 60% du scénario du film, donc ils ont tourné une partie du film sans savoir où ils allaient vraiment. Après, ça se fait souvent, hein, c'est pas un cas isolé. Et il y a 40% du scénario qui va être quasiment improvisé, et ça se sent énormément. On en reparlera dans la partie critique. Il n'était pas là. T'es sûr? Non. Sorti le 17 décembre 80, le film ne rassemblera que 555 000 spectateurs en salle, leur plus mauvais score jusque-là. Mais ils tomberont encore plus bas. Là non plus. Parce qu'au bout d'un moment, il faut peut-être aussi arrêter le massacre. Je voulais tous les faire, les Charlots, mais même si on en fera encore, je pense qu'ils méritent pas tous, je pense, surtout le dernier, autant d'efforts. Mais on n'en est pas là, voyons voir ce que les Charlots contre Dracula ont dans le ventre, ou dans le cœur. On est parti. Aussi, hein? Hé hé. J'en ai marre, moi. Dracula Junior est bien embêté. Seule une femme ressemblant à sa mère, trait pour trait, pourra se saisir d'un élixir qui lui donneront un jour tous ses pouvoirs de vampire. Il lance durant des années plusieurs détectives privés à la recherche du portrait craché de sa mère dans tous les pays, et en cas d'échec, ils sont condamnés à rester figés et entassés dans la cave du comte. J'avertis monsieur le comte qu'il n'y aura bientôt plus de place pour mettre tous ces gens-là. Je m'en fous, moi. Mais le détective Gaston Le Pop, Gérard Jugnot, a trouvé la femme idéale. Elle est à Paris, chez un antiquaire, mais avec Phil, Jean et Gérard, nos 3 Charlots. Jeannot, le froc. Franchement, ça sent la fin. Ou même la fin après la fin déjà. Vous voyez, quand ça sent le sapin et qu'on veut persister encore et encore et encore à continuer pour nous récupérer ne serait-ce que la moitié du succès d'antan. Il n'y a pas si longtemps, hein, il n'y a même pas 10 ans. J'avais demandé une saule-meunière. Oh putain, c'est pas dire moi du coup. Et je comprends clairement pourquoi le public, film après film, s'est lassé des Charlots. Sur ce film-là, en tout cas, c'est criant. C'est même gênant par moments. Vous avez bougé. Non, j'ai pas bougé. Les gags ne font plus rire. Parce qu'on a pris l'habitude. Je vous disais, on se met au niveau pour se mettre au niveau de leur humour, en acceptant qu'il y ait un gag sur 4 qui fasse rire, mais à force de cumuler les films où la mécanique des gags se répète, ça devient plus un gag sur 4, c'est 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 7, 1 sur 8. Et du coup, le temps passe beaucoup moins vite, quoique celui du Grand Box m'a bien fait marrer.
Parce que c'est quand même génial de se dire que pour essayer des grandes box d'occasion, bah pour les essayer, c'est de s'en prendre une. Ça, c'est bon, y a rien à dire. Mais le coup du jukebox qu'ils essayent de faire rentrer dans la voiture et qu'ils veulent poser sur le toit, mais ça passe au travers du toit. Oh là là, enfin c'est daté en fait, voilà. Le train est passé, c'est fini, on n'est plus sur ce genre d'humour en 1980. Mademoiselle, vous commettez une regrettable erreur. C'est comme De Funès qui avait déjà vécu son âge d'or et qui continuait péniblement à tourner des films comme L'Avare, La Soupe aux choux, même si La Soupe aux choux a une portée symbolique qui est appréciable. Bah eux c'était pareil, c'était déjà terminé et c'est triste de les voir essayer encore. C'est nul. Ils nous le font à chaque fois dans chaque film. C'est juste du déjà vu. Du déjà vu. Et puis ce début de film avec ce Dracula enfant, on dirait qu'il est doublé. Les autres villages, ils disent que je suis pas un vrai vampire. Je fais la potion. Ça suffit, tout m'énerve. Autant les faire parler normalement, même si on sait que c'est en Transylvanie. On s'en fout, je préfère ça qu'une espèce de fausse voix. Moi vivante, il n'est pas question que tu boives la potion. J'ai assez supporté les frasques de ton père. La façon dont ce gosse s'exprime, heureusement on le voit pas beaucoup. Bref, dans l'exécution, les Charlots contre Dracula, ça fait hyper daté. Vache, mais c'est nul. C'est réalisé par François Dezania, le père de Vincent Dezania. C'était l'assistant réalisateur d'André Hunebelle sur la plupart de ses films, y compris sur Les Fantomas. De là à passer réalisateur à part entière, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même métier. D'ailleurs, lui-même n'est pas satisfait de ce film, il s'en a pas rendu tel qu'il l'imaginait. J'imagine parce qu'avec un scénario non fini, c'est pas facile de s'adapter. Et puis en 80, encore une fois, le Splendide était passé par là, on avait changé de type d'humour. Le coup des gags toutes les 30 secondes, c'est quelque chose qu'on verra plus aux États-Unis, avec les y a-t-il un pilote dans l'avion, avec les y a-t-il un flic. Paradoxalement, aux États-Unis, c'est les années 80 où ils ont adoré ça. Nous, c'était les années 70. Mais après, c'était terminé. On était plus sur les comédies acides, avec des travers de société. Comment veux-tu que je t'encule ? Le Père Noël est une ordure, on sera le meilleur exemple 2 années plus tard. Ceci dit, calmez-vous ceux qui sont fans, parce que je suis pas fan des Charlots. Hein. Par contre, j'arrive à m'amuser avec eux, parce que je me mets au niveau de certains de leurs films, et parce que certains gags sont géniaux, quoi que vous en disiez. Oui, allons. Et dans celui-là, il y a encore de très bons passages tout de même, que je vais souligner. Moi, je tiens pas à dormir tout habillé, je prends mes précautions. Allez, vache. C'est même pas des passages, c'est toute une partie du film dont je suis presque fan, qui m'a fait espérer que j'allais peut-être voir le meilleur des Charlots. Si. Et en fait, c'est en corrélation avec le scénario qui est pas fini. La moitié du film, celle qui est pas dans le château, je trouve, mis à part l'intro, que ça se tient très bien. C'est dès qu'ils arrivent dans le château, qui est pourtant ce qu'on veut voir le plus, que tout se casse la gueule, parce que je pense que c'est cette partie-là qui n'est pas écrite. Je vous ai déjà dit que j'avais besoin de rien. Mais c'est nul. Mais tout le passage dans le train, et ça dure longtemps, hein. Toute cette recherche dans le train, de leurs copines, dans tous les compartiments, dans le wagon-restaurant, dans les wagons où on dort. Le fait qu'ils aient pas de billets, le fait qu'ils vont devoir trouver des billets quand même, les voir se démerder alors qu'ils ont pas d'argent, qu'ils sont montés dans le train alors que c'était pas prévu, des passagers clandestins, t'as envie de voir comment ils vont faire ce voyage. Ça marche à chaque fois. Quand il y en a un des trois qui ouvre tous les compartiments de nuit et qu'à chaque fois qu'il ouvre, il se prend une baffe, ils le font 3-4 fois, les 3-4 fois, elles fonctionnent. En fait, j'aurais pu passer tout le film dans ce train. Un huis clos atypique dans un train en mouvement, j'aurais adoré qu'on y reste parce qu'il y avait beaucoup d'idées, qu'ils ont bien exploité, hein. C'était vraiment bien foutu. Le coup du gag où il y a un des Charlots qui doit faire le tour du wagon pour essayer d'avoir Gérard Jugnot à revers. Sauf qu'il descend du train en marche et qu'il court plus vite que le train pour passer par l'autre porte qui est ouverte, on ne sait pas pourquoi, on s'en fout. Ça marche bien. Mais c'est ça qu'on veut voir avec les Charlots, mon Dieu, c'est ça. Et ça, c'est très bon. C'est comme quand ils sautent du train en marche, sur le pont. Allez, on saute. C'est ultra mal foutu, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, on est dans une comédie, on n'est pas là que pour voir les effets spéciaux, surtout avec les Charlots qui n'avaient pas beaucoup de budget. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Hé, c'est haut, dis donc. Mais c'est le genre de décalage qu'on veut voir avec les Charlots. Et la chute, elle est interminable, ils ont le temps de discuter tranquille, ils ont le temps d'apprendre à leur copain qui sait pas nager, d'apprendre à nager. J'espère que la rivière n'est pas trop profonde. Pourquoi? Je sais pas nager, moi. Ils meurent pas de la chute. En fait, on a l'impression qu'ils peuvent pas mourir. On a presque l'impression que c'est pas vrai. Et dans certains films, c'est même pas vrai ce qui leur arrive. Mais nous, on s'en fout. On est là pour être divertis et pour voir de l'invraisemblable. Tout le passage en forêt, il y a une très bonne ambiance aussi. Waouh,
c'est profond, ouais. Bah moi je passe pas là, hein. Moi non plus. Les voir traverser ce pont très mal foutu aussi, mais avec la blague des 55 kilos maximum, et qui se sentent pas trop de traverser, et qui voient juste à côté un hammam ou un sauna, je sais plus lequel des deux. Sauvé. Et qui vont dedans pour perdre du poids, alors qu'ils sont pressés, quoi. Ça, franchement, je me plaindrai jamais, c'est de l'absurde. C'est un truc que tu aurais pu voir dans La Cité de la Peur un peu plus tard. C'est un truc que tu peux voir avec les Nielsen, ça serait passé. Mais c'était chez nous, avec les Charlots. Quand ils cherchent de l'eau avec la baguette de sourcier, et qu'ils tombent sur une bouteille d'eau minérale par terre et qu'ils demandent plate ou gazeuse. Une eau plate. Quand ils ont faim et qu'il y a Dieu qui arrive et qui leur tend des frites. Qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse? Un miracle? Et leur réaction, c'est « Dieu est belge ?» Tout ça, franchement, et tout ça, ça s'enchaîne. J'étais à fond. Durant, je sais pas, ça doit durer une demi-heure. Tu sens ça? Rapporte. D'ailleurs, yo, ratata, ya. Gérard Jugnot, qui est un très bon méchant dans le film, qui se perd en forêt, qui se fait blesser par une flèche perdue et qui a peur de se faire bouffer par des loups. Et juste au moment où il se dit ça, il y a des loups. Et là, il va sur une branche, il dit « J'espère qu'elle va pas casser. » Et bam, elle casse. On va peut-être faire passer la branche pour vous dire. Avec un cri de Jugnot qui est génial. Sauf que Jugnot, après, on le voit quasiment plus. C'est super dommage parce que si le film tient bon, c'est parce qu'il y a une espèce de poursuite entre nos trois restants et Gérard Jugnot et leur copine. Pourquoi pas, Seigneur? Pourquoi pas? C'est la poursuite qui donne envie d'en voir plus. Mais une fois qu'ils l'ont rattrapé, et une fois qu'ils se réfugient dans le château parce qu'il pleut, le film ne sait plus quoi faire. On est dans les 40% de scénarios qui ne sont pas écrits, et qu'est-ce que ça se ressent? Bah j'ai la dalle, moi, c'est pour bouffer dans ma chambre. Ah bon? Alors juste pour Jugnot, on le reverra à un moment donné du film vers la fin, où il est complètement débile et il sait plus trop ce qu'il a fait, il a dû tomber de haut, je pense. Je lui laisse, on peut pas lui enlever. Non, mais c'est la moi la couverture. Mais c'est dommage parce qu'en fait, on nous prive de son personnage et de l'impact comique qu'il amenait. C'est quand même Jugnot, c'est pas rien. Il dégage quelque chose. Et le film se perd quand on le perd lui. En fait, je pense que c'est ça. Ça est le scénario qui n'est pas fini. Alors dans le château, il y a encore 2-3 bons gags, comme se coiffer avec un pétard. Ils l'ont fait. Le coup de la corde qui est faite avec des draps pour s'échapper d'une chambre où ils sont enfermés pour aller à l'étage juste en dessous. Tu crois que ça va tenir? Tiens, regarde. Au passage, je trouve ça plutôt bien fichu pour l'époque. Mais après, c'est poursuite sur poursuite sur poursuite dans les couloirs. Ça va nulle part. On sent clairement que c'est pour meubler. Les poursuites sont mal foutues, c'est mal filmé, on voit rien. Et la fin du film est à l'image de ce qui se passe dans le château. C'est complètement aléatoire. Je vous préviens, ce saucisson est à l'ail. Si jamais vous avancez, je n'hésiterai pas à m'en servir. À la fin, pour ceux qui savent pas, Dracula tombe amoureux d'une policière qui est venue l'arrêter. Il se marie et du coup, il abandonne complètement l'idée de se marier avec celle qui ressemble à sa mère. Reste où tu es, j'arrive! Quelle merveille! Quelle puissance! Tout ce qu'on a vu n'a servi à rien, parce qu'au final, le but c'était qu'il se transforme en vampire et qu'il amène cette nana qui est sa nouvelle reine, on va dire, sa nouvelle femme, puis finalement, il en trouve une autre. Merci de nous avoir servi de témoins. D'autres ne l'auraient pas fait. Encore bravo! Et voilà, ils sont tous heureux et au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. C'est tellement abusé cette fin, mais en même temps, quand on sait qu'il n'y avait pas de scénario, c'est normal qu'ils improvisent. Mais quelle douche froide quand t'étais hypé par la scène du train et de la forêt de finir là-dessus, parce qu'il m'a donné envie de voir le film, Les Charlots contre Dracula. Mais Les Charlots contre Dracula, dans le film, c'est ce qui marche le moins. C'est nul! Ce qui marche le plus, c'est vraiment cette aventure entre le train, la forêt et l'arrivée au château. Un peu comme Brice 3 qu'on a fait il y a pas longtemps, où tu te demandes par quels moyens ils vont réussir à avancer. Le contrôleur, qu'est-ce qu'on fait? Étape par étape, quels problèmes ils vont rencontrer et comment ils vont contourner le problème. Billet, s'il vous plaît. Merci à tous. Ça, tu es très fan de ça. Sauf quand ça conduit nulle part. C'est le cas de ce film. Le début des années 80 n'a pas été morbide que pour De Funès qu'on adore, mais aussi pour les Charlots. Parce que clairement, ils auraient dû s'arrêter avant. Même si je m'attendais à pire, quand on m'a dit que les Charlots contre Dracula, c'était pas regardable, il y a des films des Charlots qui sont pas regardables que j'ai visionnés très rapidement après, notamment le dernier qui a fait un four. Je crois qu'il n'y a même pas 16 000 entrées en France, Le Retour des Charlots, en 92. On n'y est pas encore et franchement, je pense pas qu'on en parlera. Ça vaut vraiment pas le coup d'aller au bout pour le coup. Mais je suis content d'avoir vu celui-là. J'ai pas été déçu parce que j'étais préparé à ce que ce soit pas bon. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon à un moment donné du film. Mais je serais quand même curieux de voir la proposition de leur producteur avec le scénario qu'il avait prévu au départ. Parce qu'entre un scénario qui ne leur plaît pas et un scénario qui n'était pas fini, qu'est-ce qui aurait été le pire?
On saura jamais. Mais le film, c'est le parfait symptôme de cette troupe, où ils ne sont plus que 3, qui essayaient de se raccrocher à leur gloire passée qui était pas si loin, qui ont essayé de surfer dessus jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vide. Et c'est triste à voir, mais c'est la vie en même temps. La vie est comme ça. Un jour on est dans le coup et un jour on le sera plus. Et vous et moi. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. J'ai pas trouvé grand chose à dire de plus sur ce film-là. Si vous avez d'autres anecdotes sur le film, vous les partagez en commentaire. On est aussi là pour se compléter les uns les autres. Hein. Qu'est-ce que vous pensez du film malgré tout, malgré ses défauts? Est-ce qu'il y en a qui sont quand même fans complètement des Chalots quoi qu'ils fassent? N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Et si vous savez pas quoi dire dans les commentaires, vous avez juste à dire... Salut, TVA, bien. Et ça ira très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Arrêtez, mais qu'est-ce qu'il est con!